Mesdames, Messieurs, d'être avec nous dans Débriefing émission d'opinion sur Big1 Télévision. Nous ferons le tour de l'actualité, des questions qui agitent le débat politique, les questions qui agitent les débats et même dans les rues, pourquoi pas. Aujourd'hui, je suis avec Clément Kankou Boukassa, il est le président du MR. Le MR, c'est le Mouvement pour le Renouveau. Monsieur Kankou, bonsoir. Bonsoir, Madame Amina. Le MR se trouve dans quelle plateforme ? Union pour la Nation d'abord et Alternative 2016. Il y a une dernière année, c'est quoi déjà? Je vais chercher Dynamique pour l'unité d'action. Vous n'êtes pas avec eux? Nous sympathisons, mais je ne fais pas partie de cette dynamique. Alors, vous répondez quoi à ceux qui disent vous avez été à l'école du MOPAP, du MPR, et aujourd'hui vous venez donner des leçons aux autres? Bon, je ne sais pas qui l'a dit, mais la question à se poser est celle de savoir combien de gens n'ont pas été à l'époque de MOPAP. La seule référence que nous avons dans ce pays, la seule école politique que nous avons dans ce pays, c'est le MPR, avec UDPS. C'est là, je dirais, quand vous regardez le personnel politique congolais, que ce soit dans les institutions, que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans la majorité, vous verrez que la plupart de ces gens sortent de ces deux grandes écoles politiques au Congo. Donc, quand on parle de MOPAP, personnellement, je n'ai pas fait partie activement du MOPAP, mais comme tout enfant zaïrois, congolais zaïrois de l'époque, on est né impair, on vivait impair, mais je dirais que j'ai eu le temps, j'ai eu l'occasion, pour avoir été fils d'un haut placé de la MOPAP, je dirais même patron de la MOPAP à un moment, j'ai eu le temps de me documenter, de voir Achillapa, je paie à son âme. J'ai eu la chance de me documenter, de voir ce que la MOPAP ou ce que le MPR avait comme programme. Je peux vous rassurer, Madame Amina, que si ce programme était un jour exécuté, je crois que ce pays ne serait pas là où il est aujourd'hui. C'est un programme fantastique. Malheureusement, c'est encore resté sur papier. Mais par devoir de connaissance, de recherche, j'ai eu le temps d'aller fouiner un peu, de regarder ce qu'il y avait dans cette documentation. Mais j'étais épaté de voir combien les propositions faites, les projets de l'époque sont encore d'actualité aujourd'hui. Et c'est une belle source d'inspiration, ça je peux vous le dire. Comment expliquer que tout le débat avait tourné autour de l'individu Mobutu à l'époque de la CNS, alors qu'il y avait ce programme ô combien magnifique selon vous? Mais justement, c'est comme on dit toujours que le pouvoir corrompt, c'est lui qui l'exerce. Malheureusement, on est parti des principes à la personnification de ce pouvoir, malheureusement, et même si on peut dire ce qu'on dit aujourd'hui, comme si on n'a pas retenu la leçon. Quand je vois ce qui s'est dit, ce qui se fait sur la chaîne nationale, sur beaucoup de chaînes, tout centralisé sur Joseph Kabila, j'ai dit qu'on n'a rien compris, malheureusement. Il y a également l'autre revers, c'est que autour du débat politique, à l'époque de la conférence nationale, j'y reviens, c'était le débat tourné autour du président Kabila, pardon, du président Mobutu, comme s'il y avait vacuité dans les projets de société et dans les réflexions. Mais c'est ce que je dis, malheureusement, l'histoire... Aujourd'hui, ça se répète aussi. Je dis, par rapport au dialogue, le débat tourne autour de l'individu. Malheureusement, je dis malheureusement, l'histoire se répète. Je suis très à l'aise quand il faut parler de projets, de société, de principes. Mais quand il faut parler d'individus, je suis très mal à l'aise. Malheureusement, le débat tourne autour de la personne de Kabila. Pourquoi? C'est parce que cette majorité n'a rien compris du passé. Elle a voulu remettre encore Joseph Kabila dans une espèce de culte de personnalité. Et quand vous le faites, vous vous attendez à ce que ceux qui sont en face fassent quoi? Vous leur donnez de la matière, on travaille sur cette matière. Et malheureusement, on a voulu nous faire croire, ou on veut nous faire croire, ce qu'on nous raconte tous les jours, on nous rabat les oreilles tous les jours,
J'ouvre une petite parenthèse que je referme très rapidement. Il y a 2 jours, ça fait 2 ou 3 jours, je ne sais pas si vous suivez avec moi sur la chaîne nationale, ce qu'on est en train de dire, cette apologie sur la violation de la Constitution pour nous dire que le peuple est en train de chercher un 3e mandat sur la chaîne nationale. Et quand on l'entend, la chaîne nationale, c'est une opinion. La chaîne nationale, quand on fait une espèce d'éditorial et quand on parle, on ne parle pas d'opinion, on donne la ligne du gouvernement, on donne l'opinion du gouvernement. Le gouvernement, c'est qui? Ce n'est pas le gouvernement, n'appartient pas à un individu. Le gouvernement, c'est le gouvernement du Congo. Et quand sur la chaîne nationale, on commence à préparer les esprits, et avant on portait des gants, mais maintenant au moins les choses sont claires. Vous voyez tout ce qu'on raconte. On vous dit que le peuple, je ne sais pas quel peuple ils sont allés consulter, qui leur a dit qu'ils sont en train de rechercher un 3e mandat. Et un peu à l'instar de ce qu'on a vu dans la 2e République, parce que vous en avez parlé. Mobutu, 99% de voix aux élections. Mais, comme je le dis, je vous dis, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ceux qui n'ont rien compris du départ de Mobutu, et je suis sûr et certain qu'ils vont le payer cash. Malheureusement, l'histoire elle est faite comme ça. On ne peut rien inventer sous le soleil aujourd'hui. Alors il y a des personnalités de la majorité présidentielle qui vous répondront que ce sont des points de vue exprimés au sein d'une famille politique qui n'ont forcément rien à voir avec la position officielle. Madame Amina, je suis sur B1, chaîne privée. Nous parlons de la chaîne nationale, avec l'argent de Mamina, de Kankou, du contribuable congolais que nous sommes. On n'a pas le droit d'instrumentaliser et de personnaliser la chaîne nationale au nom d'un individu. Vous savez, quand on vous dit que les hommes passent... S'il vous plaît, user et abuser de la RTNC est une chose. Position officielle de l'AMP sur un éventuel 3e mandat est une autre chose. Je ne vous parle pas d'une position officielle de l'AMP. Ah, on parle je vous parle de la RTNC qui distille le message, qui distille le message, qui dit clairement, avant on portait les gants, maintenant ils disent clairement qu'il faut un 3e mandat. Et que le chef de l'État, que le peuple demande au chef de l'État, je me demande de quel peuple on parle. Le peuple de Kingakati ou le peuple que nous côtoyons ici, nous tous là. Donc je crois qu'il y a un problème. Il faut qu'on sorte de cette... j'appelle ça un comportement ghetto. Il faut évoluer avec le temps. En réponse, en réaction, vous envisagez quoi? Mais écoutez, vous savez, nous sommes les chefs des partis politiques. Et nous avons comme mission dans nos partis politiques, une des missions, c'est d'encadrer la masse. C'est d'encadrer la population, c'est d'encadrer notre base. Mais nous allons continuer à sensibiliser la population sur cette dérive. Qui voudrait aujourd'hui qu'on puisse encore revenir sur le Dialélo? Qui voudrait qu'on puisse revenir encore sur toutes les dérives de la 2e République avec tout ce que nous avons eu comme souci dans ce pays? Je crois que le peuple congolais n'est pas prêt à revivre encore ces années de dictature. Et ceux qui le pensent, je suis certain à 100% qu'ils le font contre le chef de l'État actuel. Ils ne le font pas pour son intérêt, parce que chacun doit tirer ses petites dividendes, doit tirer ses petits privilèges. On le fait en pensant qu'on est en train de plaire au chef de l'État, mais est-ce qu'on lui rend service? En voulant lui faire croire ou lui mettre dans la tête qu'il doit violer la Constitution. Quand l'opposition a dénoncé toute tentative de violer la Constitution, qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit? Procès d'intention, mais maintenant on parle de quoi? Est-ce qu'il y a encore un procès d'intention? Ou maintenant nous sommes dans l'effectivité du plan engagé par l'AMP pour pouvoir imposer Joseph Kabila après, au-delà de son mandat, qui est de deux mandats en 2016. Quoi qu'il en soit, il n'a encore rien dit, il ne s'est pas encore prononcé. Mais la voie officielle, madame, alors, la RTNC, elle est suivie à travers le monde. D'autres chaînes, heureusement aussi. Aujourd'hui, vous êtes sur satellite, mais la chaîne publique, c'est le miroir de ce pays. C'est la bouche autorisée.
Quand vous donnez cette image à l'étranger, est-ce que ce pays reste crédible encore avec ça? Je crois que ceux qui le font devraient comprendre que ces abus, ces choses-là, nous les avons vues dans ce pays. Et en 97, ceux qui l'ont fait ont pris leur valise sur la tête et ils sont partis seuls. Et aujourd'hui, beaucoup reviennent aujourd'hui. Allez poser la question à ceux-là. Ils vont vous dire que le fruit de l'exil est un fruit amer. On en parle de plus en plus, le dialogue débouchera sur une nouvelle transition. Il semble que l'UDPS est d'accord. Quelle est la position du MR? Je ne dirais pas que le parti que vous avez cité est d'accord, parce que je n'ai pas entendu un officiel de ce parti dire qu'ils sont d'accord pour une transition. Et je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non, parce que je ne suis pas au courant de ça. Le mouvement pour le renouveau estime qu'en 2016, il faut qu'il y ait alternance, parce que la Constitution veut que 90 jours avant la fin du mandat du chef de l'État actuel soient convoquées les élections pour que, au mois de décembre, que le chef de l'État élu puisse prêter serment. Donc, parler d'une transition, j'aimerais bien, au niveau du mouvement pour le renouveau, nous sommes un parti qui réfléchit beaucoup, nous avons des ateliers, et chaque fois nous projetons les événements, nous réfléchissons, on se demande, en parlant de transition, on va la situer à quel niveau? Au niveau de cette Constitution. La Constitution, elle nous donne les règles du jeu à suivre. On dit qu'au bout de tel délai constitutionnel, vous avez ceux qui seront élus, la nouvelle majorité qui va assumer les affaires de l'État. Mais quand on parle de transition, ça se combine là qu'on nous dit aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on m'explique, peut-être que je n'ai pas beaucoup d'informations, mais qu'on m'explique où est-ce qu'on la situe dans notre Constitution. Si on me la montre dans la Constitution, et j'aimerais bien mettre à défi qui que ce soit pour qu'on me dise que tout ce qu'on dit, la transition dont on parle est constitutionnelle. Alors, Madame Mina, tout ce travail que nous avons fait, moi j'ai fait Sun City, tout ce que nous avons fait à Sun City, pour aboutir aujourd'hui à ce semblant, je dis bien semblant de démocratie, le peuple a tant espéré aller dans une situation normale où on va élire les gens normalement et ceux qu'on a élus vont travailler et vont rendre compte à la population. Mais on veut quitter ce cycle-là pour lequel les gens se sont battus, les gens se sont morts. Les gens sont morts plutôt, les gens ont perdu leur vie. Pour ce cycle-là, on veut quitter cette logique aujourd'hui pour nous ramener encore dans des combines politiciennes. Le mouvement pour le renouveau se pose la question de savoir est-ce que tout ceci est constitutionnel? Si ceci n'est pas constitutionnel, le mouvement pour le renouveau n'est pas partie prenante dans une démarche qui est anticonstitutionnelle. Si jamais il n'y a pas un président entrant en décembre 2016? La Constitution a prévu que le chef de l'État actuel ou le chef de l'État en fonction ne cesse d'exercer ses fonctions, si je peux me répéter, que quand l'autre chef de l'État arrive, n'est-ce pas? Si cela doit arriver, cela peut être considéré comme un cas de force majeure. Mais malheureusement, un cas de force majeure ne se prévoit pas. On ne prévoit pas d'aller dans un cas de force majeure. Si cela ne se fait pas, avec ce qu'on est en train de nous dire aujourd'hui, nous allons tout simplement considérer qu'on a violé la Constitution et que le peuple congolais devrait user d'un pouvoir qui lui est reconnu dans la Constitution, article 64, c'est prendre réellement en charge pour barrer la route à toute personne, tout groupe d'individus qui veut se maintenir au pouvoir par la force. Et le peuple l'a bien montré au mois de janvier, 19, 20, 21, et je pense que ce peuple n'est pas prêt aujourd'hui à se laisser voler sa liberté, son pouvoir, par qui que ce soit aujourd'hui. Malheureusement, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent rééditer cet exploit d'un autre âge, d'une autre époque, ils se trompent tout simplement. Vous avez évoqué une violation de la Constitution. On n'en sera pas à notre première violation de la Constitution. Mais on n'en sera pas à notre première violation de la Constitution, ce qui n'est pas une vertu. Est-ce que parce qu'on viole les femmes régulièrement à l'Est, que c'était devenu une vertu? Ou c'est devenu quelque chose de bien? Non. Je crois que nous devons combattre tous ces cas de violation de la Constitution parce que quand on passe à côté des principes... Mais pour celle-là, vous promettez que le ciel va nous tomber sur la tête. Pourquoi le ciel devrait nous tomber sur la tête? Le ciel va tomber sur la tête de ceux qui n'ont rien compris. En janvier, vous avez fait référence au
Mais je dis que le ciel va tomber sur la tête de ceux qui se mettent dans la situation, qui se mettent en porte-à-faux avec la population. Alors, quand vous dites « on », je ne veux pas croire que vous faites partie de ceux-là. Donc, ceux-là qui ne comprennent pas que nous sommes l'époque de petites combines politiciennes où on imposait ses opinions à travers des coups de force. Cette époque est révolue. Il faut comprendre, il faut vivre avec son temps. J'ai entendu... La génération aujourd'hui, la nouvelle génération, le peuple congolais aujourd'hui, je ne pense pas que ce peuple est encore prêt à accepter ce genre de dérive, à mon avis. Vous parlez de forcing, j'ai entendu certains de vos copains de l'opposition parler de forcing quant à cette session extraordinaire convoquée au Sénat. Il dit que le président Kengo est sous pression, il a été forcé à convoquer cette session. C'est aussi votre point de vue? Écoutez, vous savez, le président Kengo, je le dis, le président Kengo est à la tête ou dirige un Sénat dont il n'est pas majoritaire non plus. Le Sénat est composé de la plus grande partie des membres de la majorité présidentielle. Ça, c'est la réalité. Mais qui avait voté pour lui. Ça, c'est la réalité. Mais qui avait voté pour lui contre un candidat de la majorité. Bon, vous savez, la politique n'est pas une science exacte. Il y a des choses qui peuvent se faire en politique qu'on ne peut pas voir ailleurs. Donc, ceux qui ont voté pour Kengo à l'époque, il faudra aller chercher qu'est-ce qui a milité à ce volte-face, parce que c'est des gens qui étaient censés voter pour le candidat de la majorité. Mais aussi, il faut se poser la question, est-ce que ces gens étaient convaincus du candidat qu'on leur a proposé? Parce que vous savez, on dit toujours que la Chambre, donc le Sénat, c'est l'institution où on retrouve beaucoup de sages. Mais pour revenir un peu à cette session extraordinaire, convoquée dans des conditions, je dirais, cavalières, pratiquement. Il y a 72 sénateurs qui ont signé pour cette session, que cette session soit ouverte. Alors, posons-nous la question. En pleine session extraordinaire, convoquée spécialement pour cette fameuse loi, ils étaient où, les sénateurs? Ils ne sont pas venus pour voter. C'était un message que le chef de l'État aurait dû comprendre. Mais bon, parce que nous entendons ce qui se passe ici et là, ce qui se dit dans les officines, nous savons ce qui se dit, ce qui se fait. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se fait? Mais il se dit que la majorité présidentielle, d'ailleurs, ils l'ont dit publiquement, ce n'est pas comme qui dirait, c'est un secret de polichinelle. Ils se sont dit qu'ils allaient avoir une autre session extraordinaire pour faire passer la loi, parce que cette loi, elle est importante pour cette majorité. Pour qu'il y ait des élections du sommet à la base. Tout d'un coup... Je cite le chef de l'État. Tout d'un coup, on se rappelle qu'il faut des élections du sommet à la base. C'est quand même bizarre, parce que ça fait des années qu'on a demandé, nous l'opposition. Ça fait des années, madame. Je crois qu'on avait même déjà oublié, parce qu'on a tellement demandé qu'on nous a jamais écoutés. Madame, est-ce que ça nous a plu d'avoir des maires de ville, d'avoir des chefs des secteurs nommés par la majorité présidentielle, d'avoir la majorité qui contrôle la base, pratiquement? Est-ce que ça nous a plu? Non. Mais nous avons dénoncé, on ne nous a pas suivis. Mais maintenant, comme par enchantement, la majorité présidentielle se rappelle qu'il faut absolument organiser les élections à la base. Mais nous sommes curieux de voir comment ils vont organiser ces élections quand nous savons que les dépôts des candidatures pour ces élections auraient dû déjà se faire, je crois, au mois de juillet. Quand je me rappelle, dans la fameuse feuille de route de la CENI, on parlait déjà d'organiser, où on disait déjà qu'il fallait que la loi sur la répartition des sièges soit promulguée au mois d'avril, si je ne m'abuse. Et nous sommes au mois d'août aujourd'hui. On peut se poser la question de savoir pourquoi a-t-on attendu jusqu'à la dernière minute pour amener cette loi? Parce que c'est eux qui ont l'initiative de cette loi, dans la mesure où cette loi venait du gouvernement. On n'attendait quand même pas que la loi sur la répartition des sièges vienne quand même de l'opposition. Donc, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui motive nos amis de la majorité présidentielle pour venir organiser ces élections urbaines, municipales et locales. Je pense qu'il
il faut aller chercher ailleurs. Ce n'est pas parce qu'ils veulent absolument se conformer à la Constitution ou tout simplement parce qu'ils veulent faire plaisir à la population. C'est tout simplement, Madame Mamina, parce qu'ils veulent nous embrouiller davantage. Ils veulent créer cette espèce d'imbroglio dans le processus électoral qui va nous amener, malheureusement, à retarder davantage d'autres scrutins pour atteindre ce que tout le monde redoute, malheureusement, le fameux glissement. Je crois que c'est là le problème. Il ne faut pas suivre toutes ces petites manœuvres qu'on est en train de voir ici et là, venir aujourd'hui occasionner les démembrements, installer les nouvelles provinces. Tout ça fait partie d'un plan bien préparé par les officines de la majorité présidentielle pour aboutir à une seule chose, à la prolongation du mandat du chef de l'État. Et avant, ils s'en cachaient, mais maintenant, au moins, tout le monde sait, tout le monde se prépare à ça. S'il y avait un MP sur ce plateau, il vous aurait rétorqué que vous voyez des pièges partout. Non, nous ne voyons pas de pièges. Mamina, nous sommes en train de constater. Je constate avec vous que la CENI a sorti un calendrier global que l'opposition a contesté aussitôt. Nous, même avant que la CENI ne sorte ce calendrier, au Mouvement pour le Renouveau, nous avons déjà demandé à la CENI et à l'opposition, à la majorité, d'avoir un calendrier consensuel. Personne ne nous a écoutés. On a vite sorti un calendrier global et ce calendrier a sorti d'une vingtaine de contraintes. Et parmi ces contraintes, je dirais que le 3/4 reste encore d'actualité. Alors, quand nous voyons, nous constatons les faits, nous constatons que le calendrier n'est pas respecté. Et d'ailleurs, Madame Amina, nous avons facilité les choses. Au Mouvement pour le Renouveau, nous avons proposé que ce calendrier soit tout simplement actualisé, qu'on puisse mettre de côté les élections qui viennent encombrer ce calendrier parce que ce calendrier est trop chargé, qu'on puisse aérer ne serait-ce que ce calendrier pour avoir la possibilité d'organiser réellement les élections. Mais nous savons, et ce ne sont pas ces gens de la majorité présidentielle, avant ils s'en cachaient, madame. Ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, on aurait pu le dire il y a une semaine. Mais vu le battage médiatique qui est fait aujourd'hui sur la chaîne publique, nous ne pouvons que constater que la majorité est engagée à organiser le glissement. Malheureusement, c'est ça, mais je continue à croire, et je le dis, qu'ils font fausse route. Moi, je suis parmi ceux qui ont eu la possibilité de le dire au chef de l'État, qu'en 2016, il devrait faire la remise et reprise pacifique pour entrer la tête haute dans l'histoire de ce pays. Je lui ai dit, voilà j'espère qu'il m'a suivi. Voilà pourquoi vous avez initié cette loi sur le statut des anciens chefs d'État pour dissuader, dites-vous, le président de la République de ne pas être tenté par un troisième mandat. Où en est cette loi, ce statut? Le statut est toujours au niveau du bureau de l'Assemblée nationale parce que ça n'a toujours pas été programmé pour être examiné. Et je sais qu'il y a eu une initiative du genre qui a été prise au niveau du Sénat. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont, mais nous, ça fait quand même, je dirais, 2 ans que nous avons déposé cette loi au niveau de l'Assemblée nationale et que nous attendons que cette loi soit examinée et qu'elle soit votée pour permettre aux chefs d'État actuels et futurs de partir en toute tranquillité, de ne pas s'accrocher au pouvoir. Parce que dans cette loi, qui n'est pas à confondre avec un boulevard vers l'impunité, mais c'est une loi qui garantit certains privilèges aux chefs d'État. C'est des privilèges qu'on voit dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'autres pays. Lesquels? Au Sénégal. Rappelez-vous l'histoire Abdou Diouf, quand Senghor part. Il y a cette loi qui a aidé à ce que Abdou Diouf, à son tour, ne puisse pas s'accrocher au pouvoir quand il fallait laisser Wade prendre le pouvoir. Donc je crois que ce sont des dispositions tout à fait normales qu'on voit sous d'autres cieux. Pourquoi les garanties, justement? Mais les garanties, par exemple, c'est sur le plan matériel. Par exemple, il faut garantir quand même un certain niveau de vie à un chef d'État. Il ne faut pas qu'en partant du pouvoir, que le chef d'État se dise que bon, le lendemain incertain, qu'est-ce que je vais me retrouver, qu'est-ce que je vais faire demain, et que ça lui donne envie de vite prendre l'argent de l'État pour avoir quelques provisions. Mais concrètement, vous avez suggéré quoi? Je vous dis, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a toute une série de privilèges. Il y a par exemple des dispositions qui font que les chefs de l'État pourraient recevoir une certaine rémunération comme chef de l'État. Il y a des garanties, ne serait-ce que pour avoir un service
payés par l'État. Il y a des garanties sur le plan sécuritaire. Ça, c'est encore très important parce qu'un chef d'État, d'aucuns m'auraient dit, oui, le chef de l'État est déjà sénateur à vie. Non, j'ai dit, il n'est pas un simple sénateur. Parce qu'un simple sénateur a droit peut-être à 2 ou 3 policiers. Alors qu'un chef d'État prend parfois des décisions difficiles. Donc je ne le dis pas que pour le chef de l'État actuel. Je me dis que si demain, Clément Kankou plaise à Dieu qu'il soit chef de l'État, mais en partant de là, Clément Kankou pourra aussi bénéficier de ce genre de privilèges. C'est-à-dire qu'avec une garde qui protège le chef de l'État, avec certaines immunités renforcées, pour ne pas que chaque inspecteur qui se réveille un matin va convoquer un ancien chef d'État parce qu'il veut lui soutirer un peu d'argent ou parce qu'il veut lui régler des comptes. Nous avons vu dans ce pays un ancien Premier ministre arriver dans ce pays et être appréhendé à l'aéroport. Il a fallu que les gens bougent un peu à gauche à droite pour laisser cette personne rentrer calmement. Donc il y a des immunités, il y a des immunités, il y a des avantages. C'est quoi? Immunité avec une ligne rouge ou pas? Absolument, l'immunité ne tient pas compte des faits répréhensibles. Quand vous êtes dans une situation où vous avez violé la loi, aucune immunité ne peut vous, en tout cas, ne peut vous protéger à ce moment-là. Voilà. Ok. À la même époque, quasiment, je me rappelle que vous aviez fait partie de ceux qui appelaient au dialogue. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus madame, je dirais même mieux, j'ai toujours appelé au dialogue. Je suis parmi ceux qui ont toujours appelé au dialogue. Je suis parmi ceux, et là je le dis encore, parce que je l'ai dit comme ça, petite parenthèse, je l'ai encore rappelé au chef de l'État, que je suis parmi ceux qui ont quitté les concertations parce qu'elles n'étaient pas suffisamment inclusives. J'appelle au dialogue, mais un dialogue inclusif. Donc je continue à croire que le dialogue est une piste sur laquelle on peut trouver certaines solutions. Mais je continue aussi aujourd'hui à me poser des questions sur la vraie motivation de ceux qui sont en face de nous. Est-ce que nous avons le même entendement sur le dialogue? Je pense aujourd'hui qu'il faut que ceux qui sont pour le dialogue et ceux qui sont contre le dialogue, qu'ils réfléchissent et qu'on se mette d'accord. Mais est-ce que le temps est notre meilleur allié aujourd'hui? Il y a eu les consultations. Est-ce que le temps est notre meilleur allié aujourd'hui? Mais parlant de consultations, est-ce qu'on a tenu compte de ces consultations? Parce que dans les consultations, il y a des gens qui sont venus. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont venus pour faire leur cinéma, mais il y a des gens qui ont donné des propositions concrètes sur papier, comme nous. Parmi ces propositions, il y avait d'étendre l'atmosphère sur le plan politique, c'est-à-dire libérer les opposants politiques. Nous avons proposé au chef de l'État, nous lui avons dit verbalement, et c'est sur écrit. Nous avons demandé qu'on puisse rouvrir certaines chaînes proches de l'opposition qui étaient fermées. Mais nous avons vu qu'il n'y a qu'une seule qu'on a ouverte. Mais bon, disons que c'est un bon départ, mais nous attendions que cela se fasse pour tout le monde. Nous avons demandé en son temps que le démembrement des provinces, les découpages soient gelés. Nous l'avons demandé avant que cela ne se fasse. C'est dans notre cahier de charges. Nous avons demandé à ce que les découpages soient gelés jusqu'à ce qu'on termine le processus électoral, parce que cela allait nous emmener dans une situation compliquée à gérer. Je ne vais pas reprendre tout ce que nous avons demandé. L'enrôlement de nouveaux majeurs, c'est des choses sur lesquelles nous sommes revenus dans ces documents. Mais aujourd'hui, quand nous regardons, parce qu'on ne nous écoute pas, nous attendions. Et d'ailleurs, la veille du 30 juin, nous nous sommes fait l'obligation de faire une communication où nous avons rappelé notre cahier de charges au chef de l'État et nous sommes allés plus loin en demandant au chef de l'État de donner sa vraie motivation pour que ceux qui ne sont pas pour le dialogue puissent trouver une réponse. On ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, croire aux vertus du dialogue, nous le croyons parce que nous pensons que le dialogue est une vertu, c'est une... il faut le faire, il faut dialoguer tout le temps. Mais aujourd'hui, on peut se poser utilement la question de savoir est-ce que le dialogue pour lequel nous nous sommes engagés, c'est le même dialogue qui vient de la majorité présidentielle. Au vu de ce que nous voyons sur la chaîne nationale, au vu de ce que nous entendons de la bouche du porte-parole du gouvernement, qui, à mon avis, est devenu porte-parole du chef de l'État,
qui n'a pas cessé de vous dire que le glissement est constitutionnel et qu'il l'a dit clairement. Alors maintenant, Madame Mamina, au mouvement pour le renouveau, avec notre base, nous nous posons la question de savoir si ce dialogue est encore opportun ou pas. Et nous n'avons toujours pas une réponse là-dessus. Serez-vous prêt à quitter le processus si jamais vos desiderata, votre cahier des charges n'est pas pris en compte? Si, Madame, ce n'est pas la première fois. J'étais aux concertations, j'étais même dans le comité préparatoire des concertations. Quand j'ai vu que les préoccupations du UMR n'étaient pas prises en compte, nous sommes partis. Nous n'allons jamais hypothéquer nos propres convictions. Nous n'allons pas hypothéquer nos convictions. Pas vendre votre âme au diable. Je ne sais pas qui est diable, je ne sais pas qui est qui, mais tout ce que je sais, c'est que le mouvement pour le renouveau ne va pas favoriser la violation de la Constitution. Et d'ailleurs, dans notre cahier de charges, c'est un des éléments les plus importants, écrit en gras, que tout doit se faire dans le respect de la Constitution. Clément Kankou-Bokassa, merci d'être passé dans Débriefing, président du MR, le mouvement pour le renouveau de la RTC, député national de Dibaya, c'est ça? Absolument. Dans le Kasaï occidental. Dibaya est au Kasaï central, même si vous êtes contre le découpage. Ah non, 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 je ne suis pas contre, madame. Je crois que je me suis peut-être mal exprimé. C'est au Kasaï central, c'est Kasaï central, mais nous sommes contre un découpage précipité. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'on n'en a pas parlé. Vous voyez la situation fantastique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On ne sait pas qui va gouverner les provinces. C'est soit les gouverneurs. On nous parle aujourd'hui de nommer des hauts fonctionnaires qui vont remplacer les gouverneurs qui sont élus pour 5 ans. On peut se poser la question de savoir comment et dans quel texte de loi il est dit qu'un gouverneur élu va faire la remise et reprise avec un fonctionnaire qui est nommé par le pouvoir central. Et voilà cette pagaille qui nous est servie par la majorité présidentielle. Les élections, c'est pourquoi nous disons qu'il faut que les découpages se fassent en temps non suspect, en temps utile. Et Madame Mamina, ça se fait les découpages dans ce pays, rappelez-vous, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, ça n'a jamais posé de problème. On a fini. Merci d'avoir suivi ce débriefing que je vous retrouve la semaine prochaine avec une autre actualité, un nouveau débat et d'autres invités. Au revoir. Fondation de ce monde, grâce infinie. Oyo moto ya ndenge nini akomaki lisumu oete ngai nabika nakoma mo santu. Haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, amen.
parole. Il me l'a dit, il me l'a dit. Je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau. Kasakai kabidi lelu bakumumona lelu mudimu wa mwana muntu yalukila yadikunji ya mudimu zambi mumubidi wa muntu Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau. Fille de Sion, pousse tes cris de joie. Fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un anon, le petit d'une ânesse. Gloire à toi, au plus haut des cieux. Et l'épouse dit Amen. Radioscopie de l'art de l'aiguille en République démocratique du Congo. La mode congolaise restera-t-elle toujours extravertie? La seule manière de dérouter cela, la seule manière de le faire, c'est de pouvoir asseoir nous aussi à notre niveau cette industrie. Parce que là, moi, j'insiste sur ces faits. Les Quinois en Afrique, c'est parmi les personnes qui tiennent à leur apparence et qui sont réputées sapeurs. Comment la couture congolaise s'affiche-t-elle face à la concurrence extérieure? Nous assistons à la naissance des modélistes, stylistes qui sont sur le terrain, qui ont beaucoup de recherche, qui ont beaucoup de créativité et qui font le travail d'affiner cela par une technique qui sera évidemment parfaite. Donc je pense qu'actuellement, elle est en train de se reconstituer, de se redynamiser. Fanny Mandina, invitée de ITW. Je suis optimiste parce qu'au fait, je crois d'abord avant tout à la mode en général et particulièrement à la mode congolaise parce que j'estime et je pense qu'elle est faite par des personnes qui ont beaucoup à donner, qui ont beaucoup de potentiel et qui donnent déjà beaucoup et je pense que l'avenir est très prometteur, surtout pour 60 millions d'habitants qui ont un souci d'apparence particulier. Actuellement, je dirais que la mode congolaise est en train de se reconstituer, de se refaire une très bonne santé. C'est vrai que nous avions perdu beaucoup par rapport évidemment à ce que j'appelle moi une importation de la mode par rapport au fait que cette mode est devenue très extraverti, trop assujetti à la mode et à la tendance extérieure, ce qui fait qu'on a perdu une certaine identité vestimentaire de la mode congolaise en soi à part entière. Et j'estime, je pense qu'actuellement elle est en train de se reconstituer. Nous assistons à la naissance des modélistes, stylistes qui sont sur le terrain, qui ont beaucoup de recherche, qui ont beaucoup de créativité et qui font le travail d'affiner cela par une technique qui sera évidemment parfaite. Donc je pense qu'actuellement elle est en train de se reconstituer, de se redynamiser. À qui la faute? Très bonne question. C'est que là, ça remonte évidemment en amont et en aval. En amont, nous avons d'abord le fait que nous avons perdu ce que nous appelons l'industrialisation de la mode. Donc, c'est vrai que ceux qui sont sur le terrain actuellement, les modélistes et stylistes, essayent de faire de leur mieux pour imposer, asseoir leur marque. Or, pour prétendre asseoir une marque pour 60 millions d'habitants, ça suppose un soubassement industriel, chose que nous n'avons pas encore. Donc, nos petites unités de production ne nous permettent pas de produire en quantité
massive qui puisse compétir avec évidemment les vêtements qui viennent de l'extérieur pour prétendre cette fois-là imposer une véritable base qui soit d'abord identitaire puisque conçue par les Congolais, mais aussi qui soit industrialisée et économisée. Donc c'est un problème général, je le dirais. C'est vrai que nous sommes dans un contexte macroéconomique par rapport à l'industrialisation du pays qui est en train de se relancer. Et comme je le disais tout à l'heure, je suis de quelqu'un de très optimiste. Je crois en la relance du secteur de la mode dans notre pays, surtout à la relance industrielle qui va permettre aux différentes unités de production que nous avons dans nos ateliers, dans nos coutures, de pouvoir accroître évidemment leur production pour imposer cette identité vestimentaire. C'est le seul moyen par lequel on peut évidemment s'imposer. Comment on vit cette concurrence? Évidemment, quelque part un peu frustré, comme je l'ai dit, parce que nous n'avons pas les moyens techniques d'abord pour prétendre concurrencer à l'extérieur. Parce que moi, je le dis, c'est seulement sur le plan technique par rapport à la production à accroître, mais par rapport à l'évolution technologique qui avance, qui fasse qu'au finish, ce soit des vêtements qualitatifs qui soient mis sur le terrain. Or, c'est vrai qu'actuellement, le bas blesse un peu quand on parle de la couture congolaise. Beaucoup se plaignent du fait que les finitions, évidemment, ne sont pas assez regardants. Et c'est parce que tout simplement, nous n'avons pas les équipements nécessaires, la technologie de pointe qui aujourd'hui est alliée à ce métier, à ce domaine, nous le manquons et quelque part ça crée une certaine frustration parce que nous avons beaucoup à donner par rapport à la créativité, parce que lorsque j'observe évidemment ce que les créateurs congolais mettent sur le marché, créent, et par rapport à ça on se dit que la créativité c'est c'est au fait un élément qui ne manque pas. Donc le Congolais ne tarit pas quant à la partie créative, quant à la partie de l'imagination. Mais seulement là où le bas blesse, où nous avons encore beaucoup à travailler, c'est ce que je dis que nous avons besoin de nous reconstituer, de nous refaire une petite santé, c'est par rapport à la révolution technologique qui nous manque, par rapport aux finitions, par rapport évidemment à une technique, parce que dans la démarche créative, le côté de l'inspiration, le côté du génie qui donne le talent créatif et le côté de la technique qui réalise, il y a parfois un grand écart. Et donc, fort de ça et conscient de cela, nous nous disons que nous avons besoin de nous remettre une remise à niveau, évidemment par des formations, par l'octroi des bourses des personnes qui évidemment peuvent exceller, qui peuvent revenir avec cette technologie de pointe pour la redistribuer évidemment au secteur, tous ceux qui évidemment font de la mode leur passion et leur profession. Et je pense que c'est pas impossible, c'est faisable et ça peut évidemment donner le temps. Conscient du fait que nous avons encore beaucoup à travailler, nous nous sommes réunis au sein d'un collectif qui s'appelle le collectif des modélistes et stylistes du Congo, qui évolue à Kinshasa depuis juin 2012. Et là, nous essayons évidemment de, faire la promotion d'abord et la valorisation de ce métier qu'est la mode, et ensuite susciter entre les passionnés un cadre d'échange où nous, évidemment, les plus jeunes, les plus âgés, les plus expérimentés, échangent par rapport à l'expérience qu'il y a sur le terrain, et nous, les plus jeunes, évidemment, qui venons d'entrer dans ce métier, nous bénéficions aussi de leurs expériences pour, évidemment, ensemble, pouvoir d'abord asseoir cette industrie de la mode qui aujourd'hui manque réellement effectivement, et ensuite maintenant donner une certaine identité vestimentaire à notre mode congolaise, et je pense que cette structure nous permet beaucoup d'avancer. Hormis cela, nous avons évidemment des grands groupes, des grands investisseurs qui investissent dans le secteur du textile. Nous avons le groupe Vlisco Congo par exemple qui depuis 2009 essaye à travers différents shows, à travers défilés de mode, de donner de l'espace aux modélistes, stylistes, créateurs pour évidemment être en contact avec le public par la présentation de leurs tenues, soit par les défilés, soit par les expositions. Et ces genres d'échanges, ces genres de lobbying sont évidemment ce pourquoi nous devons militer pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Donc, dans l'association, nous nous sommes affiliés comme objectif primordial, arriver à booster évidemment les décideurs de ce pays pour asseoir et instaurer cette véritable industrie de la mode. C'est ensuite que le reste peut suivre. Nous pouvons prétendre ensuite créer ou imposer par cette production massive industrielle qui sera capable de compétir sur le même marché, évidemment, puisque la République démocratique du Congo est un vaste marché, je dirais par rapport à la mode encore vierge, mais malheureusement très extravertie par une mode qui évidemment choque parfois les bonnes mœurs des Congolais. Et la seule manière de dérouter cela, la seule manière de le faire, c'est de pouvoir asseoir nous aussi à notre niveau cette industrie. Parce que là, moi j'insiste sur ces faits, les Quinois en Afrique, c'est parmi les personnes qui tiennent à leur apparence et qui sont réputées sapeurs. Et quoi de plus que cette sape soit faite par les Congolais eux-mêmes.
réclamation, oh, ah, réclamation.